Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde Afrique. L'Égypte célèbre mardi le 13e anniversaire de la révolution du 30 juin. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de félicitations de la part du chef du gouvernement Moustapha Madbouli et de hauts responsables de l'État. Dans leur message, les responsables ont souligné que la révolution glorieuse du 30 juin incarnait la volonté et la détermination du peuple égyptien à récupérer son identité. Ils ont indiqué que l'armée égyptienne avait assumé sa responsabilité en se ralliant au peuple lors de cette révolution. L'Égypte poursuit ses efforts diplomatiques en faveur de la sécurité et du développement en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a reçu la commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social avant de s'entretenir avec l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a tenu 2 rencontres consacrées au renforcement de la coopération régionale et à l'examen des principaux défis auxquels fait face le continent africain. Lors de son entretien avec Ahmad Amouan, commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, le ministre a réaffirmé que la santé constitue un pilier essentiel du développement durable en Afrique. Il a exprimé la solidarité de l'Égypte avec les pays touchés par l'épidémie d'Ebola, rappelant l'aide médicale et pharmaceutique fournies pour soutenir les efforts de lutte contre le virus. Le chef de la diplomatie a également souligné la disponibilité de l'Égypte à partager son expertise dans les domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique et de la fabrication des vaccins, ainsi qu'à contribuer au programme de renforcement des capacités. Il a mis en avant les initiatives nationales, notamment 100 millions de vies en bonne santé, et confirmé les préparatifs engagés pour accueillir les 14e Jeux africains en 2027 en coordination avec l'Union africaine. Par ailleurs, lors de sa rencontre avec Annette Weber, envoyée spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, les discussions ont porté sur les évolutions au Soudan et dans la Corne de l'Afrique. Le ministre Abdelati a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité, à la souveraineté et aux institutions nationales du Soudan, appelant au respect de sa souveraineté, à la fin des ingérences extérieures et à la reprise d'un processus politique conduit par les Soudanais eux-mêmes. Concernant la Corne de l'Afrique, il a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité régionale, de soutenir les institutions nationales et de respecter l'intégrité territoriale des États. Il a également réaffirmé le rejet de toute mesure portant atteinte à la souveraineté de la Somalie ou visant à créer des entités parallèles susceptibles de compromettre son unité. À travers ces échanges, l'Égypte confirme sa volonté de renforcer ses partenariats africains et internationaux afin de promouvoir la sécurité, le développement durable et la stabilité sur l'ensemble du continent africain. Le ministère des Affaires étrangères suit l'évolution du détournement d'un navire transportant des marins égyptiens au large des côtes somaliennes. Dans le cadre du suivi assuré par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Égyptiens de l'étranger concernant le détournement du navire de transport Eureka et la détention de son équipage au large des côtes somaliennes, le ministre Badr Abdelati a ordonné d'assurer un suivi quotidien et étroit de cette affaire. Le navire comptant plusieurs marins égyptiens parmi ses membres d'équipage. L'ambassade d'Égypte à Mogadiscio poursuit sa coordination permanente avec les autorités somaliennes et mène des contacts intensifs avec toutes les parties concernées afin de garantir des conditions de vie appropriées aux marins égyptiens à bord du navire et d'accélérer leur libération. L'ambassade a également permis aux marins de communiquer avec leurs familles afin de les rassurer sur leur situation. Par ailleurs, des instructions ont été adressées à l'ambassade d'Égypte à Riyad, également accréditée auprès du gouvernement yéménite, afin de maintenir le contact avec les autorités officielles yéménites ainsi qu'avec le propriétaire du navire en vue d'accélérer la libération des marins et de veiller à ce que leurs conditions de vie restent convenables durant leur détention à bord. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a chargé le secteur consulaire du ministère d'organiser des réunions périodiques avec les familles des marins afin de les tenir informés des efforts déployés par le ministère pour obtenir leur libération dans les meilleurs délais.
Des manifestations ont éclaté à Dakar devant l'Assemblée nationale lors de l'examen d'une réforme constitutionnelle proposée par le parti au pouvoir. Les opposants estiment que ce texte pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs au sein des institutions. La police a dispersé des manifestants à l'aide de gaz lacrymogène et plusieurs arrestations ont été signalées. Malgré ces tensions, les députés ont adopté le projet de réforme qui prévoit notamment un renforcement des pouvoirs du Parlement et la création d'une cour constitutionnelle. Un référendum est attendu à une date qui reste à fixer. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale renforce ses outils de gouvernance économique. Réunie à Brazzaville, la commission de la CEMAC a annoncé la création d'un mécanisme régional d'alerte précoce destiné à anticiper les risques macroéconomiques et à soutenir la croissance de la région. Les détails dans ce commentaire. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa gouvernance économique. Réunie à Brazzaville, la commission de la CEMAC a annoncé la mise en place progressive d'un mécanisme régional d'alerte précoce sur la conjoncture économique. Porté par le commissaire chargé des politiques économiques, monétaires et financières, Nicolas Béhémé-Nguema, ce dispositif permettra d'identifier rapidement les vulnérabilités macroéconomiques, de détecter les premiers signes de tension économique et de fournir aux décideurs des analyses prospectives afin d'adapter les politiques publiques avant l'apparition de crises. Pour améliorer l'efficacité de ce système, la CEMAC prévoit de renforcer la production régulière des rapports économiques, de former les experts nationaux et de moderniser les outils numériques de collecte et d'analyse des données. La réussite du projet repose également sur une coopération étroite entre les États membres et un partage plus rapide des informations économiques. Les responsables de l'organisation estiment que ces réformes permettront d'harmoniser les méthodes de suivi conjoncturel et de renforcer la capacité de réaction de la région face aux chocs économiques. Cette initiative intervient dans un contexte de ralentissement de la croissance. Selon les prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, la croissance économique de la CEMAC devrait atteindre entre 3 et 3,4% en 2026, tandis que le produit intérieur brut régional progresserait à près de 81 540 milliards de francs contre plus de 79 000 milliards en 2025. À travers cette nouvelle stratégie, la CEMAC entend consolider la stabilité financière de la région, améliorer la résilience de ses économies et créer un environnement plus favorable à une croissance durable et inclusive. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de s'intensifier. Près de 300 personnes contaminées sont actuellement portées disparues, tandis que les autorités sanitaires redoutent une accélération de la transmission du virus. Les détails dans ce commentaire. La situation sanitaire demeure extrêmement préoccupante en République démocratique du Congo. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, 297 personnes testées positives au virus d'Ebola sont introuvables. Elles ne figurent ni parmi les patients guéris, ni parmi les personnes hospitalisées, ni parmi les décès officiellement enregistrés, faisant craindre une propagation incontrôlée de l'épidémie. À ce jour, la RDC recense 1118 cas confirmés et 291 décès liés à la souche Bundibugyo du virus Ebola. L'Ouganda voisin enregistre également 20 cas et 2 décès. Les projections de l'Organisation mondiale de la santé estiment que le nombre de contaminations pourrait atteindre plus de 8000 cas d'ici la mi-septembre, voire jusqu'à 66 000 dans le scénario le plus pessimiste.
Les autorités sanitaires observent une transmission communautaire persistante. Près de 30% des nouveaux malades avaient déjà été identifiés comme contacts de cas confirmés, tandis que les centres de traitement fonctionnent à 95% de leur capacité. La crise humanitaire complique davantage la riposte. Plus d'1 million de personnes déplacées vivent dans des zones de conflit difficiles d'accès, empêchant les équipes médicales d'assurer le suivi des cas contacts. Les autorités ont également instauré une période d'observation obligatoire de 21 jours avant tout déplacement des personnes ayant séjourné dans les provinces touchées. L'OMS estime par ailleurs à 70% le risque d'une propagation de l'épidémie vers le Soudan du Sud. La récente détection d'un cas importé en France confirme également le risque d'importation du virus. Pour renforcer la lutte contre l'épidémie, les autorités congolaises prévoient de recruter 20 000 agents de santé communautaire et de lancer 2 essais cliniques portant sur de nouveaux traitements et un antiviral préventif. Toutefois, les organisations internationales soulignent que les financements restent largement insuffisants. Seuls 13% des fonds promis ont été effectivement versés, alors que plus d'1 milliard de dollars est nécessaire pour répondre à cette crise sanitaire et humanitaire. De fortes pluies ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs quartiers d'Accra au Ghana. Au moins 3 personnes ont perdu la vie et de nombreux habitants se sont retrouvés bloqués dans leur maison ou sur les toits. Les inondations ont également perturbé les opérations des secours, notamment après l'incendie d'une usine de caoutchouc, les pompiers ayant rencontré des difficultés pour accéder à la zone sinistrée. Le président ghanéen a attribué cette catastrophe aux effets du changement climatique et à l'urbanisation non maîtrisée. La sélection algérienne poursuit sa préparation en vue de son 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Suisse, prévue le 2 juillet. L'équipe algérienne s'entraîne dans son camp de base aux États-Unis après avoir obtenu leur qualification à l'issue d'un spectaculaire match nul 3-3 face à l'Autriche. Le staff technique se concentre sur la récupération physique, les ajustements tactiques et la préparation mentale avant ce rendez-vous décisif. Et le Maroc également rejoint les 8e de finale après un exploit face aux Pays-Bas. Le Maroc s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 après une victoire spectaculaire contre les Pays-Bas au tir au but 3-2. À l'issue d'un match nul 1-1, les Lions de l'Atlas ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel grâce à Issa Diop avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but. Le gardien Yassine Bounou a été le grand héros de la rencontre en réalisant l'arrêt décisif, tandis qu'Ismail Saibari a inscrit le tir au but de la qualification. Cette qualification permet au Maroc d'accéder aux 8e de finale pour la 2e Coupe du Monde consécutive. Les Lions de l'Atlas affronteront désormais le Canada, vainqueur de l'Afrique du Sud, avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans le tournoi. Et avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Autour du Monde Afrique. Merci pour votre attention et bonne journée à tous.